Donc bonsoir et bienvenue au Champeau pour cette soirée événement pour la ressortie de ce film magnifique en version restaurée. Je remercie tout particulièrement le distributeur Les Acacias qui a fait un travail remarquable autour de cette ressortie. Et vous avez notamment un petit livret que vous pouvez récupérer dans le hall du cinéma. Alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Jacques Hano, que l'on ne présente plus évidemment, qui a réussi au travers de ses films à nous conter des histoires captivantes, souvent issues d'œuvres littéraires, comme c'est le cas ce soir, puisque ce film est issu en fait du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Et pour accompagner dans la discussion, puisqu'on va avoir une présentation, une courte présentation, puis une discussion à l'issue du film, Yves Allion, qui est rédacteur en chef de la revue Avant-Scène, et qui est une revue qui a aussi fait un numéro spécial sur Le nom de la rose. Donc je vous demande d'accueillir Jean-Jacques Hano et Yves Allion. Merci en tout cas d'être là. Moi, ça fait des années que je suis pas revenu dans ce cinéma où j'ai vu, je sais pas, des centaines de films. J'étais à l'école dite de Vaugirard, qui s'appelle maintenant Louis Lumière, et il y avait la gratuité ici. Les gens étaient gentils, on montrait notre carte d'étudiant à l'école de cinéma, et hop, on rentrait gratos. Et en plus, il y avait une curiosité. Alors, je vois que c'est plus le cas, je crois pas. Mais autrefois, le projecteur 35 mm était vertical, avec un miroir. C'est tout à fait exceptionnel, parce qu'ils n'avaient pas la place. Alors, je ne sais pas, ça n'est plus comme ça aujourd'hui. Est-ce que la projection est verticale avec un miroir ? Non, c'est fini. Mais bon, en fait, on avait emmené ici par notre professeur de technologie qui voulait nous montrer cette curiosité. Et donc, ma première visite était dans la cabine de projection et j'avais 17 ans. Voilà. Bon, vas-y. Alors, Yves, voilà. Je repensais tout à l'heure à un truc. J'étais à Deauville avec Chimino. Et à un moment, on était à table ensemble et on l'appelle devant le lutrin pour qu'il présente son film. Il arrive devant le lutrin et il dit I am, et je vois qu'il ne se souvient plus de son nom. Et donc je lui glisse Michael Cimino. Oui, Michael Cimino. Et donc, si vous avez une question à poser sur moi, toi tu te souviens ? T'es parfois taquin et t'aurais pu dire Francis Coppola. Il aurait dit je suis Francis Coppola. Dit, oui. Voilà. Non, Yves il connaît tout, les dates de sortie, les machins sur mes films. C'est un incroyable cinéphile à toi. Oh, merci, c'est gentil. Bon, je vais être rapide parce que ce qui est important, c'est que vous voyez le film. J'ai le grand privilège de connaître Jean-Jacques depuis quelques années. Et comme ça a été dit, j'ai l'autre privilège d'être le rédacteur en chef de l'Avant-Scène Cinéma. Nous avons fait 4 numéros consacrés à ces films, dont celui de Nom de la Rose, et beaucoup plus récemment et avec beaucoup plus d'ampleur, La Guerre du Feu. J'ai quelques numéros pour ceux qui n'auront pas tout compris. Parce que le film est, vous allez le voir, assez dense. Qui l'a déjà vu parmi vous ? Oh là. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Bon, très bien. Oui. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'il est sorti en 86 et ça commence à faire quelques années. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Et en tout cas, personne parmi vous n'était né au moment où les faits se déroulent, puisqu'on est en 1327. Et toi si t'étais. Moi oui. Voilà. Donc, historien, on ne peut que vous souhaiter une excellente projection, mais ceux qui ont levé le doigt savent qu'ils vont se régaler, et ceux qui n'ont pas levé le doigt ont un privilège sur eux, c'est qu'ils vont découvrir un chef-d'œuvre. Alors, voilà. Attendez, j'ajoute un truc. Vous allez voir donc une version rénovée. Le film a été bloqué pendant une dizaine d'années pour des sombres querelles de droit, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la fabrication du film, qui évidemment se battent pour avoir le plus de sous possible. Il y a un drame entre l'éditeur italien et le producteur allemand, puisque ce film est de nationalité allemande. Et moi, je l'ai redécouvert à Bologne, sur la Grande Place. Il y a toutes les semaines une projection sur la Grande Place en été. Il y avait 4500 personnes, m'a-t-on dit. Et
j'ai redécouvert le film tel que je l'avais vu quand je l'ai tourné. C'est-à-dire que la copie que vous allez voir, elle est meilleure que les copies 35 mm. Pour une raison technique, c'est que le négatif était une pellicule extrêmement fine, très chère d'ailleurs, et qu'on tirait sur des copies pas chères, généralement de l'ACFA ou du Perutz, pour ceux qui s'intéressent, et que les copies n'étaient pas très bonnes. Donc là, c'est vraiment le film tel que je l'ai vu, et j'en parle d'autant plus volontiers que je ne savais pas qu'il y avait une rénovation. Donc j'ai découvert mon film, et c'est la première fois que je le revoyais depuis 30 ans. Donc voilà. Bonne projection. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Peut-être pour lancer la chose, comment se fait-il, Jean-Jacques, qu'à chaque fois que tu te lances dans un projet, et c'était évidemment pas le premier, on a l'impression que tu attaques l'Everest en permanence. Est-ce que c'est ça vraiment qui te fait saliver? Parce qu'il y a tellement de cinéastes qui tournent des films parfois formidables, hein, pas tous, dans d'un 2 pièces cuisine avec une histoire d'amour un peu foireuse. Là, ça demande une telle ambition. On sait qu'on va être général de corps d'armée plutôt que petit... Voilà, tu n'es pas de ces cinéastes qui chuchotent à l'oreille nécessairement à l'oreille des comédiens, parce que tu as tout de suite des centaines de si, ça peut arriver. Non, mais tu as des centaines de figurants, tu as voilà, c'est quelque chose d'absolument pharaonique à chaque fois, et j'imagine que ça fait partie du plaisir quand même de pouvoir avoir cette ampleur. Non, je chuchote aussi à l'oreille des acteurs, et ma scène d'amour est aussi dans une cuisine. Donc, ce qui est plaisant, c'est de passer de scènes très intimistes à des scènes... J'ai envie de vous dire une chose paradoxale, c'est que plus il y a de monde, plus je suis libre. Parce que là où je ne suis pas libre, c'est quand je suis en seconde équipe et que je fais des images dans les Abruzzes. Ça. Là, on est 5, mais il y a toujours quelqu'un qui a mal au bide, l'autre qui a mal à la tête, l'autre, il ne peut plus porter la caméra, donc il faut que ce soit moi qui la porte. Tandis que quand je suis avec 600 personnes, comme ça m'arrive, derrière la caméra, et des milliers de figurants, mais je suis complètement libre. Je demande à mon assistant de demander à son assistant de faire bouger les 200 figurants là, de lancer les bateaux ici. De faire venir les loups, les tanks, les bateaux. Oui, mais c'est très plaisant, si vous voulez. Le film, on l'a rêvé dans la tête, et après, c'est plaisant de le voir se fabriquer. Et comme j'ai eu la chance, moi, toute ma vie, même en film publicitaire, j'ai démarré dans le film publicitaire par hasard, j'ai toujours été libre. Parce que quand il y a un truc qui ne me plaît pas, je ne fais pas. C'est simple. À l'époque, on me proposait des films publicitaires, je disais c'est nul votre truc. Et ils me disaient vous feriez quoi? Je leur disais, ils me disaient ah oui, c'est pas mal, allez-y. Bon, et j'ai pris cette habitude. Et là, si je n'ai pas le budget pour faire le film dont je rêve, je ne fais pas. C'est pas la peine de penser que si votre film coûte 10, 100, vous allez le faire à 5. Non, c'est pas vrai, vous le ferez mal. Il faut être libre même par rapport à la quantité. Il ne faut pas être impressionné. C'est pas parce que vous avez 1000 personnes, si les ordres sont précis, ça se passera très bien. Alors effectivement, ce qui est de très agréable, c'est de diriger une scène intimiste, et le lendemain, vous avez des explosions partout, des tanks, machin. Mais en fait... Moi, c'est plus compliqué de faire les scènes intimistes, en vérité, parce que là, je suis tout à fait dépendant de l'humeur de mes acteurs, donc il faut que je les prépare, que je fasse en sorte qu'ils se sentent bien, ils se sentent heureux et confortables. Donc c'est plus d'investissement, effectivement, que des grandes scènes. Là, vous voyez, ce qui était intéressant dans Le Nom de la Rose, pour moi, c'est que j'ai fait construire le décor. Tout ce que vous avez vu, c'est du décor. Mais le décor... Moi, je n'ai pas besoin de réfléchir le matin de tournage où je mets la caméra. J'ai fait construire le décor en fonction de la caméra, de l'image que je veux. Donc, quand on ouvre la porte, on voit le donjon. Bah oui, c'est conçu comme ça. Donc, si vous voulez, quand tout est conçu comme ça, c'est agréable et facile et joyeux en plus de ça. J'étais long.
Non, c'était très bien. Je ne serai jamais aussi court. T'as beaucoup d'acteurs qui sont peut-être pas si faciles à diriger avec des explications. Je pense à des ours, des tigres, des loups. Ils sont très gentils. Oui, sincèrement. Ils sont très... Enfin non, il y a un ours qui n'était pas d'accord sur ton tournage. Oui, mais il a cru que je faisais un geste en sa défaveur. Non. C'est le même phénomène. Il faut que l'acteur, qu'il soit quadrupède ou bipède, se sente en confiance et fasse confiance au chef, au metteur en scène, au scénariste. Et moi, c'est mon travail, ça. C'est d'avoir des équipes, que ce soit des équipes d'acteurs, de figurants, qui me font confiance et qui travaillent dans la joie. C'est ma joie à moi. Et si vous voulez, ça devient très très facile quand le décor est juste et que vous mettez un comédien dans le costume juste, avec un dialogue juste, il n'y a plus de direction d'acteur à faire. Les acteurs, il faut les laisser faire dans ce décor qu'on a fabriqué pour eux, dans la lumière qu'on a voulu pour eux. Ils le sentent tout de suite. Et du coup, ils sont au mieux de leur forme. Si vous demandez à un acteur de faire semblant d'être pompier, on dit, tu sais, le fond bleu, là, c'est des flammes. Alors fais semblant d'avoir peur. Et puis là, tu as un tuyau, c'est de l'air dedans, c'est de l'air comprimé, mais c'est de l'eau. Mais les pauvres, ils ne pensent plus qu'à ça et ils ne peuvent plus être bons. Tandis que vous les placez vraiment devant un feu, un vrai, avec des flammes à 800 degrés, vous n'avez pas besoin de leur dire, t'approches pas trop. Bon. Et donc, comme tu n'as pas eu besoin de dire à Tchéky Karyo qu'il devait faire semblant d'avoir peur devant l'ours, parce que réellement il avait peur. Ah oui, oui, parce que j'avais construit un petit décor avec un précipice et un filet, comme vous savez pour les acrobates, que j'avais fait mettre dans le précipice parce que l'ours était gaucher. Donc si il était en colère, il allait balancer Tchéky dans le vide, mais lui, prudent, il n'oserait pas sauter. Mais effectivement, Tchéky Karyo a eu tellement peur, parce que cet ours était monstrueux, et il gueulait comme un fou, et il a commencé à avoir l'odeur de la peur. Vous savez qu'on transpire quand on a peur. Et l'ours s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi le mec, il est nul, je me barre. Et il a fait demi-tour et s'en allait. Voilà, bon. Donc, si vous voulez, situation juste, vous savez ce qu'il faut. Ça devient simple quand il faut se mettre à la place d'eux. Alors, si je suis... Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais une jeune paysanne au Moyen-Âge, qui a enfin un joli petit garçon, petit jeune homme? Comment je me conduis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Ça, c'est mon métier, et ça me passionne. Oui, d'autant que tu as beaucoup travaillé en amont et que quand tu rentres dans le monastère, tu sais exactement tout ce qui s'y passait en 1327 et la façon dont les gens se parlaient, marchaient, s'abordaient, dans quel verre ils buvaient et qu'est-ce qu'ils mettaient dedans. Oui, mais d'ailleurs, tu laisses jamais rien au hasard. Mon producteur a eu un contrôle fiscal et parce qu'on avait acheté 350 livres. Et le contrôleur fiscal a dit on n'a pas besoin de 350 livres pour faire un film. En fait, je les ai tous utilisés parce qu'il fallait des livres pour savoir l'alimentation des moines bénédictins. Est-ce que les moines se rasaient? Quelles étaient les chaussures des franciscains? Là encore, quand vous avez une équipe de techniciens et d'acteurs qui voient le mal que vous êtes donné, d'un seul coup, ils savent que c'est autre chose que de faire ce qu'ils font d'habitude, courir avec un revolver dans des couloirs sombres. Vous placez le film ailleurs, parce que chaque détail semble être juste. Là, effectivement, tous les objets, je les ai fait refaire par des potiers, par des ferronniers. Ce décor qui était gigantesque, hein, c'est du tubulaire avec ce qu'on appelle une peau, et tout a été construit en fonction des images qui racontent l'histoire. Parce que c'est pas pour faire beau, c'est tout simplement pour raconter l'histoire plus rapidement. Parce que si je suis obligé de dire on est dans un monastère, le monastère, il faut le montrer, il faut 5 images pour le montrer, mais vous perdez du temps. Tandis que vous ouvrez la porte, il y a le donjon, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ce donjon. Instinctivement, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et ça vaut pour toutes les étapes. Quand le musicien découvre le film pour la première fois, s'il est captivé, la musique est facile.
s'il ne comprend rien au film, c'est quand même beaucoup plus compliqué de diriger un compositeur, etc., etc. Donc, si vous voulez, oui, très grosse préparation en avant, mais moi, ça me plaît de m'immerger dans un projet. Ça me plaît d'essayer de deviner, de comprendre comment vivaient les moines bénédictins à l'époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils ne lisaient pas, quelles étaient leurs blagues entre eux. Et c'est formidable. J'ai toujours gardé ces bouquins, j'ai 350 livres dans ma bibliothèque sur le Moyen-Âge, et sur cette période-là, comme j'ai des centaines de livres sur les ours, évidemment, mais sur les hommes préhistoriques et tout ça. J'adore ça. Sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame, évidemment, oui. Mais tu dis que c'est un décor, mais peut-être on peut préciser qu'avant de construire ce décor, tu as visité à peu près tous les monastères d'Europe de l'Ouest. Ouais, 300 à peu près, voilà, je crois. et que tu serais tout à fait en état de publier, parce qu'en réalité, tu l'as dans tes archives, une sorte de guide Michelin oui, bien sûr. indiquant la qualité du cœur, la qualité de l'état de conservation de chacun. Oui, tu as raison. Oui. Mais le problème, c'est que dans chaque monastère, il y avait des trucs qui étaient tout à fait intéressants. Un cloître qui est très bien, mais les couloirs adjacents n'étaient pas de la même époque. Et où trouver un donjon comme ça, faut le faire. Ce donjon est inspiré, en fait, par Umberto Eco avait l'idée d'un château qui s'appelle pas Castel San Leo, Castel del Monte. C'est dans les Marches. Je suis allé, moi, voir le Castel del Monte, j'étais tout seul. Il n'y avait personne qui visitait ce truc-là. Je l'ai regardé sur tous les côtés. J'ai demandé à mon chef décorateur de faire un donjon beaucoup plus grand que le Castel del Monte, mais selon l'inspiration d'Umberto Eco. C'est-à-dire que le livre était très, très détaillé, très documenté, etc. Et j'ai pensé qu'une de mes tâches, pour respecter l'âme du livre, c'était justement d'intéresser aussi par les détails je dis bien qui semblent justes. En fait, je crois qu'ils le sont assez. Il y a une énorme erreur dans le film, et je vous le raconte. On venait donc de construire cet immense décor en Italie, au sud de Rome. J'avais fait construire cet immense escalier labyrinthique tellement grand qu'il a fallu faire le studio autour, on commençait par le décor, ensuite le studio. Et puis j'avais quelques images à faire en Allemagne. Et j'avais fait reconstituer tout le cœur de l'église, un endroit qui s'appelle Malbronn, et où il y avait des grosses dépenses, toute la ferronnerie, je l'avais fait refaire entièrement, tout ce qu'on appelle le jubé, et puis les stalles qui étaient vraiment sculptées dans du chêne ancien. Bon. Et j'arrive là, avec mon chef décorateur et mon producteur, et je vois cette statue de la Vierge, et je dis, mais elle n'est pas d'époque. On me dit, mais tu as accepté la maquette? Oui, j'avais fait faire une maquette de cette hauteur-là, et les plis étaient justes. Or là, ce sont des plis Renaissance. Et donc, je dis ça à mon producteur et à Dante Ferretti. Ils me disent, non, mais attends, tu fais chier. On te refait une église entière, on te fait un monastère. Qui va savoir que la Vierge, elle est Renaissance? Bon. Alors, je dis, moi, je le sais, ça me dérange. Bien. Je vous passe toutes les emmerdes possibles du pré-tournage, tout ça. Et je me retrouve, je ne sais pas pourquoi, à Marseille pour la première française. On voit le film, quelques applaudissements, assez rares d'ailleurs, des très mauvaises critiques dans le Provençal ou je ne sais pas quoi, et une main qui se lève, qui me dit, monsieur, je lis que vous avez donné beaucoup de mal pour la précision, je ne comprends pas pourquoi vous avez une Vierge Renaissance. Je vous jure, c'était la première question. J'ai reçu, à l'époque, ce n'était pas des emails, c'est des centaines de lettres sur cette Vierge, du monde entier. Il y a des spécialistes de tout. Alors, souvent, c'est quand il y a des uniformes, il y a toujours un mec qui sait que le bouton n'était pas de telle couleur chez les grenadiers du 3e. Mais attends, sur Stalingrad, sur Enemy at the Gates, je me suis donné un mal considérable. Je refais faire un train blindé. Et je m'assure que la tourelle était bien fabriquée en 1941. Je fais construire une ligne de chemin de fer pour amener le train face à l'endroit où je construis le décor. Et le film a un bon succès partout, mais je reçois des lettres très désagréables de Russie.
parce qu'on me dit, oui, effectivement, la tourelle du canon du train blindé, elle est d'époque, mais le train blindé n'avait pas pu accéder à Stalingrad à l'époque du film. Voilà. Donc, mauvais film. C'est la licence poétique. Mais non, mais moi j'avais fait attention en plus de ça. J'ai bien regardé, c'est 1941, c'est enfin, c'est-à-dire qu'il y a un tel amoncellement de détails que, au bout d'un moment, quoi, même avec la tension la plus grande, c'est un peu difficile. Mais tu vois, comme la raison pour laquelle je me donne ce mal, d'abord ça me plaît, mais je sais très bien que quand on a un anachronisme, il y a plein de gens, soit qui le voient l'anachronisme et qui disent mais attendez, il n'y avait pas ce téléphone-là à cette époque-là, soit les gens, je trouve le public incroyablement fin. Généralement beaucoup plus fin que nous autres, les cinéastes. Non, c'est vrai, je trouve... Dès qu'on les perturbe un petit peu, ils sentent que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc s'ils ne croient pas aux détails du décor, ils ne vont pas plonger, ils ne vont pas vous accompagner dans l'émotion des personnages, parce qu'il y a quelque chose de bidon. Et voilà, c'est ce que j'essaye d'éviter toujours. Bon, donc qui a cru au film et donc qui a des questions peut-être pour peaufiner J'ai une question justement sur le sens du détail. J'ai vu au générique le nom de Monsieur Michel Pastoureau. Je voulais savoir quel rôle il a joué dans la production. Alors, Pastoureau était un des conseillers médiévaux sur le Moyen-Âge. J'avais demandé à Le Goff, qui était un grand médiéviste, de me conseiller. Et lui, il a mis à ma disposition 6 spécialistes, certains sur les paysans de l'époque, d'autres sur la liturgie, évidemment, d'autres sur la décoration des monastères. Donc chacun avait un rôle très très précis. Je vous citais tout à l'heure brièvement. Une des questions, c'est est-ce que les moines avaient porté la barbe ? Eh bien, ça nous a pris 9 mois pour trouver que dans les registres de la plupart des monastères, il y avait en fait un barbier qui passait toutes les 3 semaines. Mais il a fallu retrouver les livres de comptes, qui est en latin. Donc il faut trouver des latinistes, enfin, etc. Mais j'ai eu, sur tous mes films, je fais ça. Et je trouve ça fort. C'est, comment vous dire, j'ai ça le reste après. privilège. Maintenant on le sait. J'ai le privilège de rencontrer des gens d'exception. Même quand je fais l'amant, que je tourne au Vietnam, je reconstitue, je repeins les rues telles qu'elles étaient à l'époque. J'ai des conseillers. Monsieur Son Nam était un grand romancier du Mékong et il est tout le temps à côté de moi. Le matin, il faisait une cérémonie avec des baguettes d'encens. Et à chaque fois, je lui disais, Monsieur Son Nam, qu'est-ce qui ne va pas dans le décor ? Et il me disait, il manque une certaine saleté asiatique. Et j'en vidais des poubelles. Non, mais en même temps, c'est tellement charmant, c'est tellement merveilleux d'avoir à côté de soi le plus célèbre romancier, pendant tout le tournage, le plus célèbre romancier du Vietnam. Donc c'est pour moi du plaisir, c'est incroyable. Un jour, j'allais souvent voir Umberto, au moins une fois par mois. Umberto n'a pas collaboré au scénario. Il ne voulait pas, et moi non plus. Mais je voulais comprendre l'homme que j'admirais énormément. Je suis resté très très ami avec sa famille. C'est grâce à sa famille que nous voyons le film ce soir, parce que le film était bloqué. Bon. Donc un jour, je suis à table avec Umberto, chez lui, à Milan, et je lui dis, dis-moi Umberto, il y a combien de cellules dans la tour, il y a combien de pièces ? Il me dit une centaine, oui, c'est ce que j'ai pensé. Et je lui dis, donc, il y a 100 pièces, et dans ton livre, il n'y a pas d'escalier. Donc c'est une pizza, ta tour. Je me souviens de ça. Il m'a dit, oh mon Dieu, tu as raison. Il court dans sa bibliothèque, et il revient avec un livre d'Escher et un livre de Piranèse. Et de toute façon, j'avais déjà ça en tête, parce que j'ai fait faire par un monsieur qui s'appelle Clayette. Mon inspiration, c'était comme une section d'une ruche, vous savez, avec tous ces alvéoles. Et le problème, c'est qu'il n'y avait toujours pas d'escalier. Enfin, si, il y avait déjà des escaliers. Donc, si vous voulez, ma toute première conception, je crois que c'est peut-être dans le petit bouquin, c'est un dessin qui a été fait 2 ans avant
le décor. Et ce décor, effectivement, on s'est inspiré des deux. C'est Dante Ferretti qui l'a dessiné. On a fait une maquette. Ce décor faisait 5 étages. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a été obligé de construire le studio autour de ce décor. Il n'y avait aucun studio dans le monde qui permettait de mettre 5 étages. Et donc, vous voyez, c'est les choses très amusantes qui sont passionnantes au niveau de la différence entre la littérature et le cinéma. Moi, je suis obligé de faire comprendre comment on accède. Ce labyrinthe, je suis obligé. Si je ne montre pas ça, on ne va rien comprendre. Parce que, en fait, je n'ai fait construire que 3 cellules. Et on bougeait tous les bouquins, on bougeait les sièges, etc. Mais ce qui était spectaculaire, c'était effectivement, quand j'étais tout à fait en haut, ça avait le vertige. Hein, c'était un très, très magnifique décor. Dante Ferretti était déjà le décorateur de Fellini et de Sergio Leone, qui venaient beaucoup sur mon plateau parce qu'ils aimaient l'ambiance du film. Donc j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps extrêmement agréable en Italie avec les maîtres italiens du cinéma de l'époque. À la richesse de l'Église, le livre est considéré comme blasphématoire. Je n'ai pas eu accès à aucun des possessions du Vatican. C'est-à-dire même la galerie souterraine, le catacombe, ce sont des catacombes privées qui appartenaient à un restaurant où on allait bouffer avec Umberto. Mais non, les catacombes officielles célèbres qui appartiennent au Vatican, j'ai pas eu le droit. J'ai été considéré comme blasphématoire. Quand je suis allé, j'ai passé 3 semaines dans un monastère bénédictin de stricte obédience, spécialisé dans la restauration des livres anciens, et les moines venaient me voir tout à fait discrètement, comme ça, dans le cloître. Ils me disaient, Monsieur Hannot, on l'a lu, le livre. C'est terrible. C'est complètement interdit, bien entendu, c'était un livre interdit. Mais oui, qu'est-ce que c'est en ça que revoir le film aujourd'hui me plaît, parce qu'il parle aussi d'aujourd'hui, du savoir interdit. Vous voyez, moi je me souviens, quand le film est sorti, c'était un monumental succès dans les pays dits de l'Est. C'est-à-dire, au-delà du rideau de fer, ils avaient le droit de voir ce film qui parlait d'eux. C'était quelques années avant la chute du mur, justement, oui. Au moment où on sentait que ça s'ébranlait. Ben non, j'ai tourné et vécu dans des dictatures. Je n'ai pas été trop étonné. J'ai vécu au Cameroun pendant 1 an. Mon bureau était à côté de la prison. Et ma fiancée avait un balcon qui donnait sur l'endroit où on torturait les gars pris par la police. C'est autre chose, c'est un autre univers qu'on ne connaît pas trop, nous. Mais voilà, donc toutes ces choses-là se retrouvent un peu dans le film. La peur de la connaissance des peuples, ça, oui, c'est évidemment la terreur des dirigeants qui veulent garder le peuple dans l'ignorance. Oui. Et la peur du rire. Et la peur du rire, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, la question que se posent beaucoup de gens, c'est: peut-on se moquer de tout, n'importe où, sans blesser quelqu'un? Qu'est-ce qu'on choisit de dire complètement ce qu'on pense ou de l'évoquer avec plus de discrétion? C'est franchement un vrai souci. Il y a des gens qui ne tolèrent pas qu'on rie de certaines choses. Et c'est leurs fondamentaux qui sont remis en cause. Et se moquer du malheur des autres, des choses comme ça, est-ce que c'est bien? Peut-être. Il faut beaucoup de talent pour... la comédie, c'est un art difficile. J'ai commencé comme ça, moi. Mon premier film s'appelait La Victoire en chantant. Ça se passait dans les colonies. Et j'ai eu l'Oscar avec ça. C'est un coup de bol. Et ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle Coup de tête. J'aimais beaucoup la comédie. J'aimais bien les comédies satiriques. J'avais beaucoup d'admiration pour les Italiens, pour Monicelli, pour Scola, etc. Des gens que j'ai eu la chance de rencontrer après, pour Dino Risi, etc. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour la comédie. On peut dire beaucoup de choses en comédie, mais encore une fois, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Mais on peut être cruel et généreux. Oui, c'est Maintenant, ça. La ligne de faille n'est pas toujours... Oui.
Alors, je vais vous dire, lorsqu'Umberto... D'abord, ce livre, c'était une série de cours que Umberto donnait à Bologne, et pour distraire ses élèves, qui étaient brillantissimes, Umberto était un grand fan de bandes dessinées, de films de série B, etc. Et il avait imaginé, pour intéresser ses élèves à finalement ce qui est une querelle entre l'idée socialiste et l'idée capitaliste, hein, puisque les bénédictins, eux, ont amassé des richesses, et les franciscains, eux, ont décidé, au contraire, de vivre pieds nus et dans une robe de bure non teintée. Et donc, Umberto réunit ces cours, et les donne à son éditeur, qui lui dit « Comment tu veux appeler ça ?» Il dit « On va appeler ça l'abbaye. » Oh, l'éditeur lui dit « Non, c'est trop nul, l'abbaye. » Bon. Alors, donc, il revient voir son éditeur, Bompiani, 3 semaines plus tard, il dit « J'ai trouvé, on va appeler ça la bibliothèque. » Oh. Bon. Il revient 3 semaines plus tard, il dit « J'ai trouvé le titre, ça s'appelle Le nom de la rose. » L'éditeur dit « Mais pourquoi ?» Parce que stat prédicité la rosa nominée nudatum tenemus. Et l'éditeur dit « Ah oui, d'accord. » En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? De la rose ancienne, c'est un poème ça vient d'un poème français en latin, un peu à la Ronsard, si vous voulez. C'est grosso modo de la rose ancienne, il ne reste rien que le nom nu. Donc c'est une idée de sémioticien, c'est-à-dire que le concept est plus fort que la chose. Mais bon, voilà. Mais si vous voulez... Et ça fait des millions d'entrées. Oui, voilà. Non, en fait, vous savez, le titre, c'est très souvent trompeur ou ça dit trop de choses. Là, au moins, celui-là reste mystérieux. C'est un film où il y a du mystère et il y a quelque chose d'inexplicable d'une certaine manière et un parfum, effectivement, un parfum du passé dont il reste le témoignage. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça un palimpseste. Qu'est-ce que c'est un palimpseste ? C'est que autrefois les livres étaient faits en peau, en velin, en peau de veau ou en peau d'estomac de fœtus de veau. Ça, c'est vraiment des choses très fines. Mais ça coûtait beaucoup d'argent. Et quand un texte devenait illisible, on le grattait, on le gommait, si vous voulez, on le grattait, et on recopiait un autre texte dessus. Mais il restait toujours le texte ancien, qu'on vous voyait un petit peu. Et c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai fait un film où le texte ancien réapparaît en pointillé. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, et ça a beaucoup plu à Umberto, sauf que j'aurais dû dire sur un palimpseste et non pas un palimpseste. Enfin, c'est un autre débat que j'ai eu avec Umberto. Elle a fait, Luc Besson, La prise dans le Grand Bleu. Elle a un petit rôle dans le Grand Bleu, et elle est en fait une jeune femme très... Elle était, je crois qu'elle l'est toujours, elle était très pieuse, figurez-vous. Et lorsque j'ai tourné cette scène, il y avait le Padre Arpa, qui était mon conseiller religieux, qui était le grand ami de Fellini, qui avait été défroqué parce qu'il avait dit du bien de la Dolce Vita. Et donc il avait été exclu de l'église. Et lors de la scène, je fais sortir évidemment tout le monde comme pour toutes les scènes d'amour. J'ai 3 caméras dans des angles différents. Et il y a Padre Arpa qui reste. Alors je lui dis, mon père, soyez gentil, c'est une scène très, très intime. Non, mais ce serait mieux que je reste. Et donc, je suis au point de lui dire, je lui dis, je ne tournerai pas la scène si vous restez là. Il n'y a aucun technicien, sauf les cadreurs, même pas le chef opérateur, la script, moi et les acteurs, c'est tout. Et le pointeur. Bon, enfin, il sort, et figurez-vous que j'apprends par Valentina, 2-3 jours après, elle me dit, Jean-Jacques, il ne fallait pas gronder le Padre Arpa. C'est moi qui ai été le voir. Et je demandais s'il était légitime de faire une scène comme celle-là. Alors il m'a regardé, il m'a donné la bénédiction, il m'a dit, Dieu est amour, allez-y mon enfant. Voilà, et en fait, ce que j'ai appris ensuite de Christian Slater, c'est que voyant que, ayant entendu dire que sa partenaire avait demandé la bénédiction,
il a aussi demandé la bénédiction. Donc voilà, c'est une scène qui était bénie. C'est un saint film. Bonsoir. Merci pour le nom de la rose et merci pour vos films. Merci. Et j'ai une question, j'ai une curiosité par rapport au choix d'un acteur. Oui. Monsieur Lucien Baudard, je connais en tant qu'écrivain, comment il a fini par Alors, être Cardinal bon. Bertrand? Alors, figurez-vous que j'étais un jour chez Grasset, l'éditeur français, pour la sortie d'un livre et où il y avait le gratin de la littérature française. J'étais avec Umberto Eco, qui était publié chez Grasset, et je vois Lucien Baudard, que je connaissais, parce qu'il y a très longtemps, un ami à moi connaissait très bien sa femme. Enfin, Oui, bon, c'était quand même le mari d'une des plus grandes productrices du cinéma français, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, si vous voulez, je suis dans cette assemblée et je vois la trogne de Lucien. Je me dis, c'est pas possible. Je dis à Umberto, c'est un Ghirlandaio. Vous connaissez ces images de personnages faits en légumes et en fruits. Bon, et je lui dis, il serait quand même formidable pour le cardinal. Oh, il me dit oui. Allez, j'y vais. Bon, je traverse la foule, je lui dis bonjour Lucien, comment ça va? J'embrasse sa nouvelle épouse, Marie-Françoise. Je lui dis non, Lucien, est-ce que ça vous amuserait de jouer le rôle du cardinal dans Le nom de la rose? Il réfléchit 3 secondes, il me dit oui. Voilà. Alors le souci que j'ai eu après, c'est que je dis évidemment à mon équipe que c'est un monsieur très important, que c'est un ami personnel à moi. Il est traité comme une merde pendant tout le tournage, on le met dans le bus des figurants. Voilà. Et ma fille l'adorait, elle était toute petite, elle avait, je sais pas, 6 ans, et elle adorait tripoter son nez. Voilà. Bon, pardonnez-moi, c'est un peu personnel tout ça, mais on est entre nous. Non. J'avais ce dilemme-là pour l'aveugle. Parce que John Huston, que je connaissais, que j'ai rencontré plusieurs fois, était d'accord. Sauf que il m'avait demandé de chauffer le décor parce qu'il avait un grave problème pulmonaire. Et j'ai dit non. Parce que je pensais que si on chauffait le décor, les moines n'auraient pas l'attitude juste. Je ne peux pas diriger 50 moines dans un scriptorium si le truc est chaud et faire semblant d'avoir froid. Ça ne marche pas. Donc, cette raison-là. Et l'autre raison, je me suis dit, si j'ai un acteur célèbre pour le criminel, on va deviner que c'est lui. Donc, pour ces 2 raisons-là. Mais j'ai adoré John. Hein. Je reste en contact avec son fils, d'ailleurs, qui a fait quelques films comme metteur en scène. Mais, ces grands rôles de James Bond, c'est le milieu des années 60. Là, on est 20 ans plus tard. Entre-temps, il a eu le temps de faire une très belle carrière. Et honnêtement, je crois que dans l'esprit des gens, son image avait un petit peu évolué quand même et qu'on avait vu qu'il pouvait faire des choses très différentes les unes des autres. Oui, mais quand même, si tu veux, quand on amène une célébrité de cette taille-là dans un film où il faut garder le mystère, ça distord. Oui. Et c'est pour ça que je ne voulais pas Sean Connery au départ, parce que son agent, qui s'appelait Malkovich, qui était le roi des agents de Los Angeles, m'appelait 2 fois par mois en me disant « Sean Connery veut te rencontrer ». Et je disais, mais je ne veux pas. C'est déjà Guillaume d'Occam, un théologien médiéval, et Sherlock Holmes. Si je rajoute le niveau 007, ça ne le fait pas. Et effectivement, bon, au départ, ça a été véritablement un problème. Quand il arrive à Rome et qu'on a une conférence de presse, personne ne lui dit Monsieur Connery, c'est Signore Connery. Mais on lui dit 007. 007. Et vous lui posez des questions, Monsieur 007 non. Donc, si vous voulez, pour rectifier le tir après, je ne vous dis pas, quand j'ai annoncé à Umberto que je prenais Sean Connery, je me souviens, on était à Milan, on sortait d'un restaurant avec mon épouse, et la sienne, il pleuvait, il me dit, t'as trouvé quelqu'un pour le rôle principal? Oh là là, je me dis, ça va pas le faire, ça. et à ce docteur sémioticien, je lui dis Sean Connery. Il fait, mais non, c'est pas vrai, il se tourne vers sa femme. Renate, tu sais quoi? Mais quoi? Il a pris Sean Connery pour le... dit Renate, mon Dieu, c'est un drame, etc. Sous la pluie, et ma femme qui me dit, mais non, il l'a rencontré, il trouve très bien, ça va marcher très bien. Non, mais attendez, en plus de ça, j'ai perdu mon distributeur, qui était Columbia. Quelques jours plus tard, après ces drames-là,
j'ai mon agent américain qui m'appelle, qui me dit, Jean-Jacques, il parlait très bien le français, j'ai une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Je lui dis, donne-moi la mauvaise, ben, je ne peux plus être ton agent, donne-moi la bonne, va t'es chez Columbia, je deviens président de Columbia. Bon, je suis content, on file le rencontrer avec mon producteur allemand, et il me dit dans le couloir, en français, il me dit, alors t'as pris quelqu'un pour le rôle principal? Alors je dis, ça ne va pas le faire non plus, là. Et je dis, Sean Connery, il devient de la couleur de ma chemise, il est bien blanche, et il me dit, non, je t'interdis de le faire. Il me parle là maintenant comme mon agent. Je t'interdis de le faire, tu vas détruire ta carrière. Et il me fait un tableau de Sean Connery, je ne vous dis pas. Je lui dis, mais Bob, je l'ai rencontré. Moi aussi, je ne le voulais pas. Mais il est venu me voir à Munich, le scénario sous le bras. Je te jure, il s'est assis en face de moi, il a commencé à le lire. Ce qu'il lisait, c'était la mélodie du texte que j'avais dans l'oreille. Donc il va être très bien. Il en a besoin de ce film-là. Il est dans un moment difficile de sa carrière, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Et c'est comme ça que ça a marché. Je me suis extrêmement bien entendu avec Sean. Hein. La seule chose qui lui plaisait pas, c'est qu'il avait froid à la tête, parce que il était tonsuré. Enfin, il était chauve déjà, mais... enfin, c'est une autre histoire. Mais quand il a tourné Pas de printemps pour Marnie, tout le monde l'appelait James. Moi, je sais pas, j'ai l'impression, peut-être j'ai vu trop de films, mais j'ai l'impression que sa palette est tellement plus large. Ne crois pas ça. Entre James Bond, le triomphe international de James Bond, c'est des dizaines de millions d'entrées, peut-être plusieurs milliards d'entrées au bout du compte, à la télévision, etc. C'est des rôles écrasants. Quand vous avez le grand danger des acteurs, c'est de faire toujours le même rôle, et on ne vous distribue que là-dedans. Et quand vous sortez des clous, vous avez des distributeurs qui n'y croient pas. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs renoncé à James Bond et qu'il a laissé la place pour never la possibilité de rebondir. Oui. Mais en fait, il a repris... Parce qu'il y a l'argent. Oui, les sommes qu'on lui propose sont tellement colossales qu'évidemment, il y a un moment, il craque. Il faut reconnaître, c'est le seul de ceux qui ont joué James Bond qui a pu faire quelque chose vraiment de sérieux après. Les autres se sont... Oui, enfin bon, ça, j'ai pas le jugement à porter, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment... C'est pour ça que je m'étonne toujours que les acteurs en redemandent. Moi, vous savez, quand je fais La Guerre du Feu, je les fais courir cul nu dans des lacs où il flotte encore des glaçons. Après, je les emmène au Kenya et ils courent sur des volcans où il y a encore des charbons ardents. Et ils en redemandent, parce que Ron Perlman, que vous avez vu dans le rôle de Salvatore, je l'avais pris dans La Guerre du Feu, mais je l'ai repris dans Stalingrad, et je l'ai repris dans cette série que j'ai faite, La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Mais on est copains, mais d'une manière, comment vous dire, familiale. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour, on a fait un Zoom ensemble. Il m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, tu sais, j'étais heureux de faire du cinéma, mais maintenant, grâce à certains films, je suis fier. Ça fait la différence, vous savez. Faire du cinéma, c'est rigolo, mais quand vous faites merde sur merde, c'est pas terrible. Je parle comme acteur ou comme technicien, ils le savent en plus de ça, et c'est pénible. Moi, j'avais une idée de crétin. Alors, l'idée de crétin, c'était de trouver un acteur formidable d'une soixantaine d'années et complètement inconnu. Je suis allé même en Nouvelle-Zélande voir des pièces, en Australie, je suis allé en Islande, il y a beaucoup de Franco. Mais oui, j'ai rencontré tous ces gens, j'ai dîné avec eux. On a eu... et je ne trouvais pas. Est-ce que j'ai cru comprendre, j'avais lu que c'était sa voix qui avait convaincu au final. Non, c'est sa femme. C'est Micheline. Non, c'est Micheline. Micheline, qui est née au Maroc, qui est une Française pied noir. Oui, et Micheline, je ne le sais pas vraiment, mais vous savez, quand on tourne un film comme ça, on atteint un degré d'intimité, on n'y pense même plus. Donc on se dit des choses qu'on ne dit qu'à des amis très proches. Et donc je sais très bien l'influence que Micheline avait sur sa carrière. C'est elle qui l'a trouvé, elle m'a raconté. Elle était allée voir une comédie musicale, il était choriste. Elle s'est dit, celui-là, il est formidable, elle est allée le voir pas dans sa loge, à l'époque, il avait une banquette dans un couloir. Et elle lui a dit, monsieur, je vous trouve formidable, et comme elle était très riche, je ferai de vous une star. Voilà, et c'est une jolie histoire.
Oui, moi j'ai jamais voulu travailler avec Morricone, qui m'a demandé à chaque film de faire. Mais moi je peux pas travailler avec un mec qui prend le film, fait la musique et me la rend et rien n'a changé. Impossible. Moi je travaille pas comme ça. James, je l'avais rencontré plusieurs fois à Los Angeles. Il venait de faire un film, je crois qu'il s'appelait On the Golden Pond. Je sais plus comment ça s'appelait en français. Et il était un peu le jeune loup. On avait le même âge, hein, grosso modo. Moi je voulais une musique contemporaine, de spectateurs, mais jouée par des instruments médiévaux. Or, on s'est aperçu que ces instruments, la plupart des gens ne savaient pas, il n'y avait pas de musiciens qui savaient les jouer, ils savaient lire une partition. Donc, on a fait du sampling, et c'est le premier film de l'histoire du cinématographe où nous utilisons une musique entièrement faite au sampleur. On a fait venir je crois que ça s'appelait des Fairlight, qui étaient 2 camions de semi-remorques venus d'Australie. On les a fait venir par bateau, parce que ça n'existait pas en Europe. On a fait la musique à Munich, et pendant des semaines, j'ai été enregistré avec James dans les musées d'instruments anciens. Alors on enregistrait une vieille à roue, comme ça, bon. Après, bon. Et après, pendant des semaines, on me faisait, on me disait, tu préfères Nick ou Nuke? Nuke, c'est mieux. Bon. Et donc, après, on mettait un flutio, donc, bon. Ah bah oui, bien sûr. Oui, on travaille jusqu'à pas d'heure dans la nuit dans un studio à Munich. Ah ben oui. Mais alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que un jour, après avoir choisi Ning plus Choulin, c'est mis ensemble. Il me dit, alors dis-moi ce que tu en penses. Je dis, c'est pas bien. Oh là là, oh, le drame. Donc finalement, on s'est fâchés, figurez-vous. Et je lui ai dit, écoute, James, tu sais ce que je veux. Tu fais ce que tu peux et ce que tu crois juste, et moi je montrerai ce qui me plaît. Et on s'est pas revus pendant une dizaine d'années. Et ensuite, c'est devenu mon meilleur ami, je crois. J'adorais James. On avait une fusion. Vous savez, j'allais chez lui à Los Angeles. Il avait construit tout un tas d'automates. La dernière fois que je suis allé chez lui, je ne voyais pas le piano. Il était envahi d'automates partout qu'il avait fabriqués lui-même. Mais c'est un personnage que j'adorais. En plus, il avait une manie terrible. C'est qu'il se levait à 2h du matin. Il allait à l'aéroport de Santa Monica. Il prenait son vieil avion qu'il avait acheté, un avion de la guerre de Corée. Et il montait quasiment en verticale afin de perdre connaissance. Et il redescendait à la verticale et il se réveillait au dernier moment pour s'établir. Et mon dernier repas avec lui, je lui ai dit, James, c'est pas prudent ce que tu fais. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Avec une petite voix, JJ, if it happens, it would be fate. Si ça arrive, ben, ce sera le destin. Et 15 jours plus tard, il s'est tué. Voilà, bon. Ouais. Oui, et moi, si vous voulez, il y a une chose complètement rare. Quelques jours avant sa mort, je reçois un email. Ma femme était en train de s'endormir. Et je lui dis, écoute, je viens de recevoir cet email de James, et je lui lis. C'était tellement affectueux, il y avait quelque chose de particulier, je sais pas, c'était tendre, c'était respectueux. Et figurez-vous que juste après, j'étais président du festival de Moscou. Et le téléphone sonne à 6h du matin, et c'est Laurent Petit-Girard, qui est actuellement perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts, qui me dit, Jean-Jacques, peut-être toi tu peux nous renseigner. Un avion vient de s'écraser pendant la nuit, et le corps est tellement en mille morceaux qu'on ne peut pas l'identifier. Mais l'avion appartient à James Horner. Je réponds, est-ce que c'était à Santa Barbara à 4h du matin? Il me dit, comment tu le sais? Je lui dis, c'est James, tu peux dire que c'est James. Parce qu'il faisait tout ça au-dessus de la forêt de Santa Barbara, et tous les machins. Et donc, vous savez, il m'avait beaucoup dit, il m'a dit, Jean-Jacques, je n'en peux plus de ces films qu'on me montre. On me montre 200 films par an. Et c'est des monstres rouges qui se battent contre
contre des grenouilles violettes. Mais qu'est-ce que je peux faire comme musique, moi, là-dessus? Voilà. Alors, un détail, il n'y a pas si longtemps, je rencontre Hans Zimmer. Et on parle de choses et d'autres. Et je lui rappelle. Il me dit, mais Jean-Jacques, on se connaît très bien. C'était moi qui étais à l'oscilloscope sur Le Nom de la Rose. Il était le responsable de la gravure. Et il gérait les défauts de l'oscilloscope. Et comme il était de dos, moi je lui disais bonjour le matin, on prenait un café ensemble, mais c'est pour ça, vous savez, Hans Zimmer a une particularité, il ne sait pas chanter, il ne sait pas jouer du piano, etc., mais il fait travailler les autres avec talent. Il y a un musicien français que je ne vais pas citer pour ne pas être méchant, mais qui fait la même chose, et qui faisait la même chose autrefois, mais ça marche. Vous avez quelqu'un, vous lui montrez une scène d'action, une charge de cavalerie, ça va faire... Puis les trompettes derrière. Bon, on peut appeler ça de la musique aussi. Hein. C'est une approche différente. Ben voilà. Oui. Alors écoutez, merci pour votre question. C'était en fait, je l'ai averti tout de suite, Umberto, et je lui ai dit, Umberto, je ne peux. On raconte l'histoire, en fait, d'un vieux monsieur qui était le novice autrefois et qui a passé sa vie dans la lecture, dans la sapience, et qui, à la fin de sa vie, la seule chose dont il se souvienne vraiment, c'est cette rencontre dans les cuisines malodorantes d'un monastère avec cette jeune fille. C'est ce qui est dit dans le texte. Et Umberto me dit, mais non, mais attends, tu ne peux pas la laisser vivre, moi je la tue de façon littéraire. Et je lui dis, mais moi je ne peux pas la tuer de façon cinématographique, parce qu'on s'attache à elle, on s'attache au personnage du novice. On ne peut pas, c'est la première rencontre qu'il a de sa vie, et la seule dans l'histoire. Je ne peux pas la faire mourir, c'est tout. Et alors figurez-vous qu'on m'a proposé récemment, il y a une dizaine d'années, de refaire la série. Umberto voulait faire une série plus longue. Le livre, comme vous savez, fait 600 pages quasiment, et que moi j'en ai fait un film de 2 heures, et il souhaitait faire un film plus long. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, parce que comment imaginer de refaire avec quelqu'un d'autre que Ron Perlman pour Salvatore, que Sean Connery, Christian, c'est impossible. Donc j'ai dit non. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait dans la nouvelle version ? Eh bien, la fille, elle va jusqu'à la fin, elle fait la finale. C'est-à-dire qu'ils ont copié la structure du film, pas du tout la structure du roman. Il y avait une bande dessinée qu'on m'a demandé de préfacer, mais j'ai refusé. La fille, on dirait un mannequin, elle est en mini-jupe. C'est un autre... Pourquoi pas ? Manara. Hein ? Manara. Oui, mais on m'a demandé, on va même me payer pour ça. Donc j'ai dit non. Tout simplement, c'est pas ma vision. Mais si vous voulez... Après, Umberto s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte que au cinéma, on est dans un trip émotionnel. En littérature, on est dans un trip conceptuel. C'est-à-dire qu'effectivement, la faire mourir littéralement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'abandonner à la page 240. Et après, comme vous ne lisez pas le roman d'un seul coup, vous n'êtes pas dans l'émotion de cette relation. Et donc, vous pouvez la faire mourir, elle disparaît. Bon, c'était une paysanne, après tout. Bon, on s'en fout. Non, mais c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas m'en foutre. Et sur 2 heures, on ne l'oublie pas. Mais non, on n'oublie pas. On ne peut pas l'oublier. D'autant plus, encore, j'insiste, c'est l'histoire du jeune homme qui raconte cette aventure de son maître et de lui. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet. Et le cinéma est forcément une réinterprétation. Et alors, Umberto m'a dit un truc formidable au début. Il m'a dit, Jean-Jacques, moi... je ne veux pas participer au scénario. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire une comédie musicale, tu le fais. Et s'il y a des connards qui te disent que le film, c'est pas le livre, et le livre, c'est pas le film, eh bien, dis-leur ceci. J'ai un copain sculpteur. Il a fait une statue qui s'appelle Le Nom de la Rose. Ben, c'est pas le livre. Alors, si je peux me permettre, et reprenez-moi si je n'ai pas bien compris, est-ce qu'il n'y a pas comme un hiatus entre ton souci de la vérité et peut-être une tendance à la caricature dans la configuration de certains visages de moines ? Vous êtes sans doute familière, madame, des tableaux de Bruegel, des représentations de Jean Ostade, de Jean Steen, de tous ces gens qui ont peint, à la Renaissance, un peu après, les trognes des gens.
Vous savez, aujourd'hui, les gens se font soigner les dents, ils ont des produits de beauté pour améliorer la qualité de leur peau. C'est pas le cas. Moi, je m'étais pas fait pour vraiment aimer. Dans mon village, j'ai une maison à la campagne où je vais beaucoup, qui est dans le Loiret. Et un jour, dans VSD, je crois, un journal important de l'époque, j'avais dit, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Allez au marché d'Aigreville le lundi. Vous allez voir les trognes. Je n'ai pas pu aller au marché d'Aigreville pendant 20 ans. Ben oui, c'est ça. Eh oui. Vous savez, il suffit de regarder, si vous allez un tout petit peu dans les pays moins favorisés que les nôtres, vous allez au fin fond de la Russie, je peux vous dire qu'il y a des trognes. Ben oui. Et donc, on les a mis sur le front vous savez, ukrainien. Il y a une beauté, il y a une beauté dans ces visages différents. Moi, j'aime ça. J'aime les gueules. Mais bien sûr, ils ont une personnalité. Or, j'avais quand même un souci. D'abord, moi, j'aime ça. C'est pas Bosch que j'aime. J'adore Bruegel, même Bruegel l'Ancien, bien entendu. Je vais souvent à Vienne et à chaque fois, je me plante devant ces immenses tableaux et je regarde de près. Mais c'est formidable. Il y a aussi Averkamp, qui est très intéressant, qui est hollandais. C'est ça que j'ai pris. J'ai pris des gens qui ont des vrais visages de naissance et qui n'ont pas tous ces ingrédients. C'est des gens qui ne mangeaient pratiquement jamais de viande. La poule au pot de Henri IV, franchement, c'était comme de dire vous avez mangé du caviar à la louche tous les jours. Il faut se replonger dans l'époque. J'avais un autre souci, c'est que tous mes moines sont habillés pareil. Et comment vous faites pour reconnaître immédiatement le bibliothécaire et le vieil aveugle si ils ont la capuche et qui n'ont pas une tronche qui vous a marqué? Parce que je les retrouve 20 minutes plus tard. Et moi, j'aime ce défi. J'aime les films où je plante un personnage. Dans la 4e minute, on le retrouve 40 minutes plus tard, on se souvient qui c'est. Il faut savoir le faire, c'est difficile. J'ai mis mon acteur dans un bain chaud. Je l'ai maquillé. D'abord, je l'ai complètement rasé. Il était grassouillet, comme vous l'avez vu. Un maquillage très très blanc. Et puis, il a pris sa respiration, et puis je l'ai foutu dans l'eau, et puis la scène est montée sur une séquence d'une minute et demie. Ben, il y a 10 secondes où on le voit, et il n'a pas respiré, Dieu merci. Et il a survécu. En revanche, on a tous failli claquer, là, parce qu'on a tourné dans un véritable sous-sol de monastère, et il y avait des brûlots qui diffusait beaucoup d'oxyde de carbone, et Sean Connery est tombé par terre, et moi aussi. Donc on était, nous, intoxiqués. Mais celui qui joue l'aveugle aussi est tombé pour de bon, et là, tu as vraiment failli l'oxyre. Oui, ce monsieur, en fait, je l'avais remarqué, il était venu avec son grand âge, avec une gueule formidable, il parlait un français admirable, et il m'a révélé qu'il était le fils d'un grand chanteur de l'époque qui s'appelait Chaliapine, qui était une basse chantante. Et un monsieur tout à fait élégant. Je lui ai dit, mais pourquoi vous vous présentez comme ça? Oh, il m'a dit, cher ami, j'ai vécu, n'est-ce pas, dans les cours impériales. Mon père chantait pour les empereurs. J'ai une vie très facile avec les dames qui étaient toujours très intéressées. J'étais très, très riche, vous savez. Alors maintenant, je m'ennuie, je vis à Rome. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais de la figuration? Et donc, sa gueule, vous savez, quand on a une gueule comme ça, vous n'avez pas besoin d'être un bon acteur. Simplement, vous êtes vous-même et ça vient tout seul. Et j'ai convaincu mon producteur de prendre cet inconnu. Et il y a eu un moment très italien, quand j'étais dans cet énorme décor, j'arrive le matin et je dis, bon, alors tout est prêt pour l'incendie? Ah, quel incendie, Signore Anno. Alors je dis, mais on entend la scène de l'incendie de la bibliothèque? Mais non. Ah, je dis, alors amenez-moi le storyboard. Il était en couleur, le storyboard. Il voit, je dis, c'est la scène 143. Ah oui, c'est marqué ça. Eh bien, c'est l'incendie, vous voyez, il y a des flammes. Ah oui, non c'è problema, signore, non c'è problema. Et j'entends, on se met à assier des trucs, ça commence à sentir le pétrole, bon. Et donc, vers 11h30, la scène est soi-disant prête. Donc, je répète, je dis, voilà, je donne le moteur,
ensuite, la deuxième ordre, c'est mon assistant qui va, sur ma demande, allumer le décor. Hein. Allumer, c'est-à-dire le faire brûler. Ensuite, je dis action. Et là, Sean Connery sort, le gamin sort, il est suivi par l'aveugle. Et là, seulement à mon coup de sifflet, vous balancez la poutre. Bon, je fais comme j'ai dit. Sean prend un peu feu d'ailleurs, mais il y a quelqu'un qui le récupère de l'autre côté et qui l'éteint. Et voilà, je dis action pour le vieillard, et une poutre tombe sur sa tête, et ma femme, qui est script professionnelle, qui avait fait beaucoup plus de films que moi à l'époque, se précipite en me disant « Il a reçu la poutre sur la tête ». Je lui dis « C'est l'histoire, c'est du Balza ». Elle me dit « Non, je te jure, c'est pas du Balza ». Puis elle s'est foutue dans la scène pour aller prêter secours à ce monsieur. Je la vire, mais quand même, je vois le mec qui bouge pas. Alors, je vais le voir, et pour montrer à ma femme qu'elle vraiment elle a fait un truc qu'il ne fallait pas faire, je veux soulever la poutre. Non, c'est du chêne. Il est large comme ça. Il l'a reçu sur la tête, il saigne, et il me dit « Jean-Jacques, elle est comment la prise ?» On a décalé le plan de travail pendant 3 semaines parce qu'il y avait une cicatrice et tout. Bon. Mais voilà, c'est ça le cinéma. C'est pas un métier facile. Alors j'étais invité dans les îles des Caraïbes par le propriétaire de toutes les salles de cinéma des Caraïbes. Et un matin, je lis Le Monde, qui parvenait avec un certain nombre de jours de retard, avait un petit article sur le succès intellectuel bizarre d'un roman qui se situait au Moyen-Âge dans un monastère où le meurtrier agissait à travers un livre d'Aristote en grec. Et je dis, mais ça c'est la poétique, mais moi je le lis dans le texte, moi je suis helléniste. Et les monastères, c'était une passion d'enfant. J'allais photographier les monastères, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas du tout croyant. Hein. Mais j'aimais cette ambiance de recueillement et tout ça. J'appelle mon scénariste Alain Godard, et je lui dis, qui était patron de Publicis en plus, et je lui dis, écoute, demande à Grasset de te donner, je crois que le livre est en début d'impression, essaye de te le procurer. Il me rappelle 3 jours plus tard, il me dit, rentre vite. Donc, je rentre vite. J'ai le texte de Grasset, me file le texte. Je me souviens, à la page 80, j'appelle mon agent, qui s'appelle Jean-Louis Livier à l'époque, j'étais chez Armédia, et producteur maintenant, et je lui dis, Jean-Louis, moi ça me plaît énormément, voici les droits sont libres. Il me rappelle à la page 150 et il me dit, écoute, c'est pas la peine de continuer, les droits sont pris. Je rappelle à la page 220, je lui dis, mais attends, pris par qui? Alors il me rappelle à la page 340 et il me dit, c'est la RAI. C'est pas un dialogue très soutenu quand même. Non. Non, mais attends, il faut aller vite. Les agents, ils ont tellement de coups de téléphone. Et il me dit, c'est la RAI. Et je lui dis, à l'époque, bon, j'avais l'habitude comme je fais aussi beaucoup de pubs, j'avais l'habitude de rencontrer des chefs d'entreprise très importants. Donc je lui dis, fais-moi un rendez-vous avec le patron de la RAI. Il me rappelle page 520 et il me dit, t'as rendez-vous demain. Je vais le lendemain voir ce mec, il est dans un bureau qui était 4 fois la taille de cette salle, et je lui dis, bonjour monsieur le directeur, je vais vous poser une question. Qui est le metteur en scène du Nom de la Rose? Ah, mais je ne sais pas, c'est un livre très compliqué, enchevêtré d'histoire théologique. Vous ne cassez pas, c'est moi. Non, je l'ai fait avec le sourire, évidemment. Et voilà. Et après, il m'a dit, mais il faut rencontrer Umberto Eco. J'ai rencontré Umberto. Et on s'est très bien entendu tout de suite. Voilà. Et en plus, j'ai fait une coquetterie avec lui. Je lui ai dit, Umberto, vous savez bien que si je suis là à vous rencontrer, c'est parce que j'adore votre livre, mais je veux que ce soit vous qui ayez envie que je fasse le film. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé et qu'on est devenus tout à fait amis pour le restant de la vie. Non, ça me plaît. Mais oui, moi, vous savez,
moi, je suis sorti de l'école de cinéma, des écoles de cinéma, j'ai fait les deux, j'ai fait Louis Lumière et la Fémis. C'était du noir et blanc. La révolution de la couleur, la plupart de mes grands confrères disaient la couleur tue le cinéma. Comme le son, avant, tuait soi-disant le cinéma. Souvenez-vous même de Chaplin, qui, quand il fait Limelight, c'est bien comme ça, les Lumières de la ville, je crois que ça s'appelle en français, c'est une moquerie du cinéma sonore. C'est les feux de la rampe. Hein, Limelight, c'est les feux de la rampe, oui, ça voilà, c'est City Lights. Je me trompe tout le temps sur les... Donc si vous voulez, il y a et je pense souvent à l'histoire du piano forte. Lorsque le piano était inventé, la plupart des compositeurs ont pensé que c'était un instrument d'une grande vulgarité. Mais il y a un petit gars qui s'appelait Mozart, il a trouvé que c'était bien. Oui, on pouvait faire des trucs jolis avec. Et donc je pense à ça. Si vous voulez, les professions sont toujours archaïques. Elles aiment faire ce qu'elles ont déjà fait et prendre le risque d'une technologie nouvelle, c'est impossible. Moi, j'ai fait le premier film européen en Dolby, en stéréo. C'était La Guerre du Feu. J'ai fait le premier film en IMAX avec des acteurs en 3D. C'est pour ça que Cameron après a enchaîné en me prêtant sa caméra pour un autre film. Si vous voulez, la technique, elle est au service de l'art et pas le contraire. Quand on croit qu'il suffit de faire un film en 3D pour avoir des spectateurs, non, il faut raconter une bonne histoire, gérer la différence entre le 2D et la 3D. On a été peintre, on devient sculpteur, c'est pas le même métier. Donc si vous voulez, moi ça me plaît d'avoir des défis comme ça et d'être amené à gérer les progrès. Très très vite, dès qu'il y a eu le numérique, le premier film numérique européen, c'est Deux frères. Et c'est Cameron qui m'a prêté sa caméra, et d'autres industries m'ont prêté des caméras qui n'étaient encore pas sur le marché. Parce que je me suis dit que si les amateurs laissaient tomber leur Pentax, leur Leica et autres Canon, et qu'ils se ruaient sur le numérique, le cinéma allait y venir. Mais on ne m'a pas cru. C'est-à-dire que les critiques sur Deux frères, c'était Hano fait de la vidéo. Parce qu'ils ne savaient pas la différence entre le numérique, entre l'analogique et le numérique. Donc si vous voulez, moi j'accueille tout ce qui me permet de mieux raconter mon histoire et de vous faire en sorte que vous ne pensiez plus à la technologie. C'est mon métier de gérer et de dominer la technologie. Alors j'avais des confrères qui me disaient « mais tu vas être écrasé par le rouleau compresseur hollywoodien ». Et je leur disais « mais je suis au volant ». Alors ou bien je me suicide, je fais exprès de m'écraser, mais c'est moi qui suis au volant. Qu'est-ce que vous me faites chier? Et donc, mais non, mais si vous voulez, ça m'a toujours étonné. Je peux vous garantir que toute ma vie, j'ai été libre. Mais je viens de parler aux producteurs de 7 ans au Tibet et de Stalingrad. C'est un homme formidable qui a été un des grands patrons de studios américains. Mais ce mec me rappelait qu'il m'avait laissé la totale liberté. On m'a demandé de changer une image. Donc, si vous voulez, il faut être sûr de soi. Il ne faut pas demander aux autres si ça leur plaît. Il faut penser que, oui, moi ça me plaît, ça plaira aux autres. Je ne suis pas différent des autres. Je suis comme tout le monde. Donc, vous savez, j'avais une expérience. Quand je suis sur le plateau, il m'arrive de temps en temps d'être ému par une scène. Et j'ai du mal à dire couper. Et je fais ça avec mes doigts, parce que j'ai la gorge serrée. Et je me suis demandé, pendant un certain temps, si cette émotion que j'avais moi sur le plateau allait être ressentie dans les salles. Ben oui, au Japon, en Indonésie, où tu vas aller bientôt, en Scandinavie, oui. Ben oui, c'est parce qu'il y a l'émotion qui passe. Et donc, il faut faire confiance à ça et le garder, pas avoir peur. Alors après, on vous dit, en anglais, on dit ça, il est schmaltz, c'est-à-dire que c'est un mot hébreu, je crois, qui veut dire mièvre, ou un truc, bon, je suis mièvre, bon, très bien. Moi, après tout, c'est normal qu'on n'aime pas mes films. C'est pas ce qui vient à l'esprit en premier. Mièvre n'est pas ce qui vient à l'esprit en premier. Non, mais attends, il faut savoir que Le Nom de la Rose, j'ai les plus mauvaises critiques de ma vie sur Le Nom de la Rose. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont... En Italie, j'avais fait une promo avec Sean Connery, et le lendemain de la première, je demande à l'attaché de presse, c'est comment la presse? Il me dit, il y a un journal, c'est pas mal. Et je lui dis, mais tu me donnes pas la presse? Non, c'est pas la peine.
Donc je suis dans un avion qu'on avait, parce qu'on faisait une tournée européenne. Finalement, j'entends, on frappe à la porte du petit avion, quelqu'un rouvre la porte de l'avion et on balance un tas de presse comme ça. Et ça commence par la Repubblica, c'était marqué Grande libro, piccolo filmo. Voilà. Et c'était la meilleure critique. C'est pas Moravia qui t'avait assassiné? Mais tout le monde m'a assassiné. Ouais. Mais tout le monde. J'avais pas respecté le livre, j'étais un publicitaire de merde, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez, on se rappelait avec mon épouse, je me souviens, j'étais en avion, je partais de Los Angeles et j'allais à Dallas, il y avait un supermarché qui voulait faire de la pub autour du film. Bon. Et dans l'avion, je me souviens, je lui ai dit, écoute, tu sais, moi ça m'a plu de faire ce film, mais c'est pas la peine de dépenser autant de sous pour avoir aussi mauvaise critique et que personne ne vienne dans les salles, ce qui était le cas au début aux États-Unis. Donc j'étais serein. Je me suis dit, je vais arrêter, c'est simple, pas compliqué. Et puis finalement, le destin a tourné. Parce qu'en Italie, les critiques étaient tellement mauvaises, on avait prévu 300 copies, et les distributeurs décident d'en faire que 2 copies. Une à Milan, une à Rome. Et bizarrement, les gens veulent voir le film. Il y a des queues gigantesques et le public casse les vitrines des cinémas et ils sont debout dans les salles. Donc la télé montre ça et d'un seul coup c'est le raz-de-marée. Et moi je passe un week-end avec mes producteurs à téléphoner dans les labos de toute l'Europe pour faire des copies rapides. Il fallait se passer de 2 copies à 350. Et on a réussi à faire ça pour le lundi. Donc, si vous voulez, c'est des destins très particuliers. Et c'est pas toujours marrant, hein, parce que bon, on est en train de gérer un échec. C'est un film qui coûterait aujourd'hui 70-80 millions de dollars, au moins. Et donc, avec un acteur qui était des inconnus, et puis un acteur en pleine chute, en chute libre. Voilà, bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.